Salut Alexis de Radio-Québec, très content de te retrouver aujourd'hui, ce 20 août 2025. Comment ça va? Ça va bien, Antoine. Merci de me recevoir. C'est un honneur. Merci à toi et tu es le bienvenu ici au Brésil quand tu veux, chez notre ami Bolsonaro qui va revenir, on l'espère. On On l'espère, est, oui. euh, on est en pleine guerre invisible, et les récits remplacent les tanks, les narratifs remplacent les tanks pour manipuler les esprits. Et aujourd'hui, on va discuter de ces récits, de ces croyances, aussi toutes les croyances en fait, y compris au niveau personnel, les croyances limitantes, mais surtout comment les combattre. Donc voilà l'objectif aujourd'hui. Alexis de Radio-Québec, vous le connaissez, il démonte les narratifs mainstream, il décortique Trump, c'est un vaillant guerrier digital dans la guerre de l'information. Moi, c'est Antoine Bachelin-Sénat, je suis entrepreneur et écrivain. J'ai débarqué au Brésil en 2011 sans visa, sans argent, en défiant les récits et les croyances limitantes. J'ai monté avec ma femme brésilienne mon business, un buffet traiteur, s'appelle Mister Feijoada. Et mes différents ouvrages et articles sont sur antoinebachelin-sénat.com. Donc aujourd'hui, on va plonger avec Alexis dans cette guerre de communication et surtout comment sortir de la matrice. On va la définir et dans un premier point, j'ai exposé qu'on est en pleine guerre invisible, que les récits remplacent les tanks, que l'objectif est de manipuler les esprits. Et ma première question pour Alexis, c'est comment cette bataille des idées redessine le monde actuel. C'est l'essentiel de la guerre. C'est que les deux camps utilisent des stratégies de guerre de l'information. Si tu regardes le camp mondialiste, avec, par exemple, le Forum économique mondial et ce que, comment il s'appelle, Yuval Noah Harari disait, il disait les humains sont des animaux piratables, tu vois, et ça pose toute la question de l'ingénierie sociale. En démocratie, on n'utilise pas des tanks, comme tu le dis, on n'utilise pas des tanks ou des soldats pour forcer la population, comme dans l'ancienne URSS. On utilise l'ingénierie sociale à travers les médias, le système d'éducation, etc. Et donc, tout est basé sur une guerre permanente de l'information, on pourrait dire de la propagande, mais sachant où nos élites, les gens qui dirigent nos politiciens, ceux qui les orientent, souhaitent nous amener, sachant où on veut nous amener, on pourrait dire que nos gouvernements sont en guerre contre le peuple, une guerre de l'information, c'est-à-dire que dans une démocratie, l'élément essentiel, c'est le consentement de la population. Tu vois, s'il n'y a pas le consentement de la population, on se retrouve dans une situation comme en la révolution islandaise, tu vois, où est-ce que le peuple se soulève et tout. Et donc, la question déterminante, c'est le consentement de la population. Pour tout, pour consentir à s'appauvrir avec des politiques climatiques, consentir à envoyer des milliards en Ukraine, consentir Et donc, les gouvernements ont besoin d'une propagande constante. Et d'une certaine façon, qui va souvent contre les intérêts et la volonté de la population. Et donc, il faut manipuler le peuple. Et c'est pour ça que, donc, on n'est pas, comme je le disais, dans un système soviétique où on prend des décisions et quand le peuple n'est pas content, on envoie les soldats. On est dans un formatage du citoyen démocratique perpétuel pour faire en sorte que les élites puissent obtenir leur point d'information. Rappelle-toi, au début de la guerre en Ukraine, quand Zelensky a fait la tournée, là, il est allé un petit peu partout dans les parlements, partout dans le monde. Il a été reçu comme un héros et un petit peu partout. Là, c'était en 2022, je pense, un résistant, etc. Mais ça, c'était une opération de communication pour faire en sorte que les populations consentissent à s'appauvrir, à réduire leur électricité, à avoir moins d'argent, à se faire voler leurs taxes pour que tout l'argent s'en aille en Ukraine. Et donc, pour tous les points contentieux de politique mise en œuvre par les gouvernements, nos gouvernements, il faut un élément de communication. Et donc, c'est ça, la guerre, c'est ce qu'on appelle une guerre de l'information. Ça, c'est du côté, rappelle-toi aussi McKinsey et durant la COVID, tout ce qu'on a trouvé, en fait, c'est qu'ils utilisaient les 7 points ou les 10 points de la torture psychologique de la charte Biderman. Regardez ça, charte Biderman de la torture psychologique qui a été utilisée à Guantanamo pour briser des détenus. Bien, ils ont utilisé exactement les mêmes points de la charte Biderman de la torture psychologique
durant la COVID pour faire en sorte que la population consentisse à prendre le vaccin, à accepter les confinements et toutes les restrictions ridicules, etc. Et donc, tu vois, c'est ça, tu dis guerre de l'information, les tanks, etc., c'est qu'on est géré par des gens comme qui croient en l'ingénierie sociale, à la propagande et à la gestion par procuration, par McKinsey, etc., et aux manipulations de la population. C'est assez bien connu, tout ça. Il y a un des pionniers là-dedans, c'est Noam Chomsky. C'est avec son livre, là, la fabrique, je pense en français, c'est la Manufacturing Consent, c'est la fabrique du consentement. De quelle façon les médias fabriquent le consensus, ou essaient de fabriquer le consentement. Et d'une autre façon, mais par ailleurs, tu as aussi les patriotes de l'autre côté qui utilisent eux aussi des stratégies de guerre de l'information, de coulage de l'information sensible pour faire pression sur les politiciens, Et donc, oui, c'est ça, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas une guerre mondiale avec des bombes nucléaires, c'est une guerre, comme le dit Mike Flynn, où les mots, et comme tu l'as répété au début, les mots pèsent plus que les balles. Très bien. Une deuxième question, comment travailles-tu du coup au quotidien pour rester lucide face à toutes ces manipulations? Comment je fais pour rester lucide? ça prend du discernement, ça prend du discernement et aussi tu sais, c'est comme on pourrait dire un ordinateur, là, il y a deux choses, il y a le CPU puis le GPU, ou j'en dis les RAM puis le CPU. C'est-à-dire que tu as besoin de traiter énormément d'informations. Il faut que si tu as juste comme une source d'information, souvent, c'est difficile de savoir en quoi elle se distingue des autres et si elle peut être fausse ou non. Il faut que tu puisses comparer une avec l'autre. Il faut que là, tu me demandes ma façon à moi de le faire, c'est en traitant énormément d'informations. Parce qu'il y a aussi la question de la fiabilité de l'information, c'est-à-dire que c'est une guerre de l'information et donc il y a le camp d'en face a souvent intérêt à nous embobiner, à faire de l'intox, à nous envoyer nous préoccuper de choses qui sont pas importantes, etc., à faire des diversions et tout. Et donc, connaître un peu le blueprint, le plan de match, le manuel d'opération du camp d'en face, ça aide. Après ça, il y a le fait de traiter beaucoup d'informations puis faire usage de discernement, de réflexion, c'est-à-dire souvent j'utilise les expressions dans les web journaux cui bono, à qui profite le crime réellement, avoir une vue d'ensemble, vision synoptique, le timing, etc. Donc il y a des trucs comme ça. Une espèce de grille qu'on applique à Radio-Québec qui nous permet de naviguer à travers le brouillard de la guerre de l'info. Très bien. Troisième question, ton analyse, elle est logique, hein, moi je la suis depuis des années, elle est surtout historique, c'est factuel, des actions de Trump. Beaucoup d'influenceurs, par contre, eux font de la caricature, du sensationnalisme, sans recul ni humilité. Toi, tu décodes la guerre des récits avec profondeur, hein, depuis des années, en montrant les éléments récurrents du style Trump. Mais pourquoi certains t'accusent d'idolâtrer Trump comme un gourou? Question qui revient tout le temps, hein, alors que tu analyses juste ses tactiques, son historique factuellement. Peut-être, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'il y a on pourrait dire, j'appelle le camp d'en face. Le camp d'en face a perdu la guerre de l'information en 2016, quand Trump est rentré. Ils ont perdu par Internet. Hein? Ils savent que Internet, c'est ce que Churchill appelait the soft underbelly of the crocodile, c'est la partie faible du camp d'en face. Ils contrôlent les médias, mais ils contrôlent pas Internet. Et donc, ils ont déployé une stratégie sur Internet de contrôle, une stratégie d'influence sur Internet. Et donc, je sais comme un fait que des influenceurs qui sont payés ou qu'on fait chanter ou qu'on a retourné comme ça pour qu'ils attaquent le narratif, pour qu'ils attaquent Trump, pour qu'ils m'attaquent moi, etc. Et donc, il y a des ressources qui sont déployées pour produire des clips de moi, bon, il y a de ça, mais là j'ai perdu les autres points. Il y a de ça et répète-moi ta question. Là. Donc, pourquoi il y a des... En fait, il t'accuse d'idolâtrer Trump comme un gourou, alors que tu es factuel, que tu es historique et que tu analyses ses récurrences en fait en termes de stratégie.
Donc, il y a une partie qui est comme mal intentionnée et qu'on peut pas gérer. D'une autre façon, il y a aussi moi, je mets souvent par exemple la photo de Trump dans mes, tu sais, sur mes miniatures, c'est du Trumpiste, et ça semble dans l'esprit des gens, ça semble toujours aller pour le bien. Tu vois, donc je parle beaucoup de Trump et toujours en bien, et donc ils associent ça à un manque d'objectivité, etc. Bon, c'est de bonne guerre, ça aussi, sauf que ils ont pas pris en compte la variable suivante, c'est-à-dire qu'il est possible que Trump soit réellement quelqu'un qui est en train de changer réellement toutes les choses pour le bien. Et donc, dans leur tête, pour eux, il y a comme une espèce de trope où est-ce que il devrait y avoir des bons coups et des mauvais coups et que personne n'est parfait. Et puis, tu sais, c'est une espèce de généralité comme ça. Mais quand ça dit que Trump est toujours, tu sais, il fait toujours des bons coups, etc., ils n'ont pas pris en compte la possibilité que le retour de Trump, l'arrivée de Trump sur la scène politique américaine et internationale, et tout ce qui est mis de l'avant par Trump soit effectué dans le sens d'aller vers le bien, d'aller vers quelque chose de mieux. Et c'est comme, ouais, pour eux, c'est comme une impossibilité. Tu sais, c'est comme, j'entends souvent les commentaires qui disent il faut être neutre. Oui, ils disent qu'il faut être neutre, alors que on ne peut pas toujours avoir raison, etc., etc. Tu sais, c'est des espèces. Peut-être que c'est vrai, mais j'en ai pas sur la véracité de ça, mais c'est comme la façon de regarder, c'est comme si au lieu de regarder les actions effectives de Trump et ce qu'il fait effectivement, ils sont dans une espèce d'a priori de personne n'est parfait et donc, tu vois. Et moi, c'est pas comme ça que j'opère. Moi, je regarde les actions précises avant de me lancer en faveur. Parce que c'est vrai que je suis en faveur de Trump, mais je suis en faveur de Trump parce que j'ai vérifié le fond de l'histoire. Je suis allé au fond des choses, j'ai vu l'homme, j'ai vu, j'ai vu qu'est-ce qui se passait, c'était quoi l'objectif, c'était quoi ses politiques. Puis après ça, et là, j'aurais pu me tromper en 2018, là, il aurait pu faire faux bon en 2019, en 2020, etc. Mais tout ce que j'ai compris de l'homme en 2018, ben, je le regarde depuis 2015, là, mais puis en 2018, j'ai commencé à prendre la parole, à faire des vidéos. Tout ce que j'ai compris dans les 3 premières années d'observation de ce personnage-là a été par la suite vérifié et revérifié et revérifié et revérifié. Et tout ça, c'est malgré les apparences. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, ça a toujours l'air, on donne toujours l'impression de trahir ou d'être en position de faiblesse, mais c'est jamais le cas. Et donc, dans ma conviction initiale, des 3 premières années avant que je commence à prendre la parole en faveur, a toujours été validée. C'est-à-dire, et donc ça renforce, ultimement, ça renforce le narratif. Quand je disais qu'il s'en allait vers le prix Nobel de la paix en 2018, ben là, on y est, là, tu vois, etc., etc. Mais c'est ça. Donc, il y a d'une part des gens qui sont mal intentionnés, qui attaquent dans ce sens-là. Et d'autre part, des personnes ou il y a des personnes aussi qui sont juste pas d'accord. Beaucoup des gens aussi qui disent ça, c'est la troisième option, n'écoutent pas les webjournaux, point. Ils n'écoutent juste pas les webjournaux. Ils ont écouté quelques webjournaux 2019, 2020, peut-être durant la COVID, et puis après ça, ils ont comme décroché, puis là, ils font juste comme de la critique générale. L'autre truc, c'est les gens qui sont dans la généralité, dans le genre, personne n'est parfait, donc, c'est pas possible que Trump soit... Ils n'ont pas pris en compte le fait que c'est possible, oui, en fait, qu'un homme soit un homme de bien, point. Qu'il veuille le bien de l'humanité et l'amélioration des choses, et qu'on se rappelle de lui dans ce sens-là. Et la troisième option, c'est ce que j'expliquais au début, c'est des gens qui sont des influenceurs, qui sont mal intentionnés. Alors, autre question un peu dans le même sens, comment peut-on contrer les récits dominants sur les réseaux sans tomber dans le piège du buzz facile? Du buzz facile. Ben, il faut faire des webjournaux. Il faut faire des webjournaux où est-ce qu'on prend parce que souvent, le buzz facile, c'est un buzz qui repose sur une une. Tu vois, une controversée. Et là, ils disent, ah, voilà, tu sais, et la preuve que... Puis après ça, tu lis l'article dans le détail où tu vas à la source, tu sais, qu'est-ce qui s'est réellement passé, etc. Tu vois, comme à RFK, on l'accusait d'avoir... je pense, autoriser le vaccin ARN de Moderna, etc. Finalement, on se rend compte, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il avait seulement autorisé pour les personnes extrêmement... Ça avait été autorisé par la FDA ou quelque chose comme ça, seulement pour les personnes qui avaient des conditions, des personnes extrêmement vulnérables. C'était pas une autorisation
mur à mur. Et puis après ça, on se rend compte que ça a été autorisé pendant qu'il était en vacances. Et quand il est revenu, il a renvoyé les personnes qui avaient autorisé ça. Et donc, tu vois, c'est ça. C'est quand tu vas dans le détail, c'est ce que je fais dans les webjournaux, quand tu vas dans le détail, tu comprends. Quand tu restes sur les unes de surface, tu comprends rien finalement. Tu es dans le buzz médiatique. Ben justement, les récits, on l'a dit, ce sont les nouvelles armes qui manipulent nos esprits. Comment repérer ces récits dans nos esprits? Comment ça c'est difficile, là. Ça c'est la question à 100 $. C'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est-à-dire il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur à peu près tout. C'est ce que j'appelle la vision synoptique, c'est-à-dire quand tu dis les récits, c'est parce que tu sais, les récits, il y en a plein. Hein. Par exemple, la civilisation occidentale, c'est un récit. Donc, tu sais, il y a des récits qui sont nécessaires, tu vois, pour vivre en société. Donc, si tu remets en cause tous les récits, t'es dans la critique permanente de tout. Et par exemple, tu peux dire que la masculinité est un récit, finalement, et ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie le tournant linguistique. Au 20e siècle, il y a eu le tournant linguistique. L'ontologie est passée de la chose au signe, hein, du signifiant au signifié ou quelque chose comme ça. Je vais pas perdre les gens dans des trucs de sémiologie. Mais finalement, c'est que le langage est devenu surdéterminant et tout est devenu un récit. À partir du moment où est-ce que tout est un récit, même la biologie est un récit, la science est un récit, l'histoire est un récit, etc., et qui a vocation à être déconstruit. Et là, si t'es là-dedans, si t'es dans le truc de tout est un récit et donc tout est une création humaine potentiellement déconstructible, etc., tu deviens nihiliste et donc c'est pas tous les récits. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des concevoir tout comme un récit est un problème. Il y a évidemment tout chez l'humain, tout passe ou presque tout passe par le langage et les hormones aussi. Hein, il faudrait dire que les hormones, il y a comme la biologie et donc tout n'est pas un récit. Il y a une différence entre un homme qui réagit fortement à cause d'un haut taux de testostérone et une femme qui réagit différemment à cause qu'elle a un très haut taux d'estrogène. Tu vois, c'est complètement différent. Et là, les récits sont comme sont non avenus. Mais là, je pense que tu parles plus des récits médiatiques ou des trucs comme ça. Donc c'est évidemment, faut y aller avec. Oui, je parlais plus des récits des médias mainstream, oui, bien évidemment, oui, qui dominent. Mais il y en a des plus subtils, oui, il y en a des plus subtils, oui, comme le marxisme culturel, etc. Il y en a des plus subtils que. Moi, il faut trouver l'intérêt. Il faut trouver l'intérêt. Quand tu comprends l'intérêt des médias, l'objectif, la finalité, tu vois qu'ils vont tous dans le même sens sur plein de sujets qui cachent certaines réalités, qui ne traitent pas certaines nouvelles, etc. Tu vois qu'il y a comme l'information est massivement orientée, tu vois, et ça nous ramène à ce que j'expliquais au début, l'ingénierie sociale, la guerre de l'information qui est livrée par les élites. Quand je dis les élites, je parle même on pourrait dire des gens qui sont derrière le Forum économique mondial, qui sont l'impulsion derrière le Forum économique mondial, derrière le groupe Bilderberg, derrière le groupe C40 pour les villes, etc. Ces gens, donc il y a des gens derrière, il y a ces institutions internationales-là, ces régimes, puis après ça, tu as comme ces organisations, je veux dire, puis après ça, tu as les gouvernements qui écoutent, et donc il faut comprendre ouais, la structure de pouvoir. Si tu comprends la structure de pouvoir du monde actuel, ben Et du coup, la question suivante, ça pourrait être comment le public peut devenir un guerrier digital pour contrer les récits? Comment le public peut inverser cette manipulation ou la montrer, l'exposer et devenir un guerrier digital? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de changer, d'arrêter d'être manipulé par les médias mainstream, un message à ceux qui veulent justement combattre cette manipulation des récits. En fait, généralement, c'est pas quelque chose qui se passe de façon volontaire. Généralement, il commence à y avoir de la dissonance cognitive, c'est le premier point, c'est-à-dire tu regardes ce que les médias racontent et puis là, tu te rends compte que ça ne cadre pas avec la réalité, tu vois, avec ce que tu en comprends, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, etc. Donc, il y a cette espèce de dissonance cognitive avec le récit médiatique. Après ça, généralement, le point 2, c'est les gens commencent à s'informer autrement.
Tu vois, et donc, cherche des sources d'informations divergentes parce qu'il y a quelque chose qui manque aux médias. Si quelqu'un est est satisfait avec la télévision, se pose pas de questions, fait son 9 à 5, arrive à la maison, regarde le téléjournal et puis, soupe et va se coucher, il y a rien qu'on peut faire. Mais il y a des personnes de discernement, puis c'est pas juste des personnes de discernement, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire il y a des gens 100% du quotidien qui réalisent des choses que des professeurs d'université ignorent. Tu vois, et donc c'est très difficile de dire qui va s'allumer à un moment donné. Je veux pas dire nécessairement réveiller là, qui va se réveiller, mais qui va avoir la petite étincelle qui se dit ouais ça colle pas avec la réalité. Mais pourquoi? Ou des fois c'est même des divergences entre deux sources médiatiques et c'est pour ça que les médias essaient d'avoir un discours uniforme pour pas qu'il y ait cette espèce de dissonance entre deux sources médiatiques. Mais tout ça pour dire que le premier point, c'est une dissonance cognitive avec le récit médiatique. Le deuxième point, c'est chercher des sources d'informations alternatives. Puis là, ça, c'est long, c'est-à-dire qu'après, il faut que tu filtres, tu vois, il faut que tu trouves les bonnes. Puis à travers, ça prend des années moi, j'ai élagué beaucoup des sources d'informations que j'utilisais il y a 5 ans, que j'utilise plus maintenant parce que je les ai trouvées pas crédibles. Et donc, il faut que tu fasses, c'est un long processus, un long processus d'apprentissage. Et là, après ça, la troisième étape, c'est tu te dis, tu as parcouru toutes les sources d'informations régulières, alternatives, etc. Puis tu dis, ouais, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Et là, on est à une époque fantastique où chaque citoyen a la capacité de s'auto-publier, de se lancer dans le monde comme je l'ai fait, comme tu le fais, comme plusieurs autres le font, et parler à leurs concitoyens. Et ça, c'est une révolution, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ça dans l'histoire de l'humanité. Les moyens de communication ont toujours été contrôlés par le pouvoir, et même l'écriture, au Moyen Âge, c'est pas tout le monde qui savait lire et écrire, et donc c'était ceux qui savaient lire et écrire qui pouvaient contrôler la trame narrative. Et là, maintenant, on est à une époque où c'est même plus les médias, tout le monde avec son cellulaire est capable de filmer des scènes, faire un commentaire, etc., dire « j'y étais, ça ne s'est pas passé comme ça, voici ce que j'ai vu, etc. » Et donc, ça, c'est la troisième étape. Et donc, Une autre question, comment éviter de devenir des manipulateurs nous-mêmes? Alors, tout le monde a, le truc, c'est, c'est la question de l'objectivité, c'est-à-dire que ça, c'est très, très, très difficile. Tout le monde a comme sa petite opinion sur tout. Et donc, quand tu te lances dans une guerre de l'information, tu commences à prendre parole, c'est que tu veux convaincre les gens que ce que tu dis, que ce que tu penses, que tu expliques est véridique. Et donc, tu essaies d'influencer. Là, quand tu dis manipulateur, je comprends peut-être comme une connotation négative ou je sais pas. Mais c'est normal, c'est-à-dire que les humains parlent aux humains. Là, tu te rappelles, au début de Radio-Québec, c'est les Québécois parlent aux Québécois. Mais c'est pas ça. Les humains parlent aux humains et on est dans je dirais pas la manipulation, c'est péjoratif, mais on est dans l'espèce de persuasion constante, en particulier à l'époque à laquelle on vit. On est toujours en train d'essayer de persuader notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents, nos amis, les personnes sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu as un compte Twitter, tu essaies de persuader les gens, de critiquer d'autres versions. Non, c'est pas vrai, tu as oublié telle chose, etc. Et donc, on raisonne, les humains raisonnent et c'est normal d'essayer d'influencer les gens autour de soi. C'est un processus. Il n'y a pas de. C'est très, 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 très. Mais du coup, comment apprendre au public à ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles, parce qu'on sait que les récits dominants jouent sur les émotions pour manipuler les foules. Comment ne pas se laisser emporter par ces vagues émotionnelles? On sait que c'est très utilisé dans l'ingénierie sociale, justement, de pousser des émotions. Ça, c'est difficile à contrer. Ben, il faut. C'est pour ça, dans un des web journaux, j'avais dit que la chose principale, c'était durant la COVID ou quelque chose comme ça, la chose la plus importante pour un peuple, c'est d'apprendre à s'extraire de l'ingénierie sociale. J'avais dit ça quelque part. Tant que, notamment au sujet de la souveraineté du Québec ou d'autres sujets, j'avais dit, tant que les peuples sont sujets à l'ingénierie sociale, tu sais, ce que Yuval Noah Harari du Forum économique mondial avait dit, genre, tu sais, le piratage du cerveau humain, les êtres humains sont des animaux piratables.
tant que les peuples sont sous une logique d'ingénierie sociale, il n'y a aucune liberté. C'est-à-dire que même la souveraineté politique est illusoire. Tout est illusoire. À partir du moment où est-ce que tu es sous la coupe, tu es influençable par la propagande et l'ingénierie sociale, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'autonomie et d'émancipation. Et donc, le travail principal, j'avais dit ça, là, c'était pour les guerriers de l'information, c'est d'apprendre à leurs auditeurs à s'émanciper de l'ingénierie sociale. Si moi, je n'avais à revendiquer qu'un seul accomplissement, ça aurait été celui-là. C'est-à-dire apprendre aux gens à avoir du recul, à penser par eux-mêmes et de douter de la... Et ça, c'est un truc en philosophie, tu vois, c'est se méfier des apparences. Il y a ça chez Descartes, il y a ça chez Platon, etc. On pourrait dire sortir de la matrice, mais c'est toute la même trope depuis Platon. C'est-à-dire d'essayer, la question que tu poses, c'est la question fondamentale de la réflexion occidentale, et c'est pas un problème qui a encore été réglé. Très bien. Les récits dominants des médias mainstream divisent pour régner. Comment unir les gens? Comment unir les gens? Ben, de façon absolument générale, la façon d'unir les gens, c'est de trouver ce qu'ils ont en commun. Ça, et souvent, les gens, la totalité des gens, quelle que soit leur religion, vont avoir, ou leurs orientations, vont avoir comme ennemis ceux qui essaient de les manipuler. Et donc, on revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que tu comprends que les gouvernements essaient de nous manipuler, essaient de nous envoyer vers un tel ou tel monde avec... à partir du moment où est-ce que les gens comprennent qu'ils ont un ennemi commun, qu'on n'est pas nécessairement en démocratie, qu'on se fait manipuler, etc., généralement, là, et que les gens abusent, que les médias abusent, que les gouvernements abusent, c'est compliqué parce que ça se fait de façon extrêmement subtile. Encore une fois, la manipulation est un art qui a été développé justement pour pas qu'elle soit visible. Toi, c'est un peu comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire celui qui porte l'anneau devient invisible, c'est-à-dire il y a un pouvoir énorme et n'est pas perçu. Ouais, et donc c'est un peu ça finalement, c'est-à-dire que l'influence et le pouvoir dans les sociétés de la zone atlantique, l'OTAN ou européenne, on pourrait dire, etc., le pouvoir est pas perçu, il est pas perceptible directement. Exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un pouvoir. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils savent finalement que c'est Sauron, mais je parle du porteur de l'anneau. Là. Le pouvoir se cache. Ceux qui ont le pouvoir, ce ne sont pas nos politiciens. Ceux qui ont le pouvoir, je dirais même que d'une certaine façon, ce ne sont pas le groupe Bilderberg ou le Forum économique mondial ou le C40, etc. Ça, ce sont des instruments du pouvoir. Tu vois? C'est compliqué à expliquer, mais finalement, c'est ça. Il faut faire comprendre aux gens qu'on est tous sujets à de la manipulation et qu'on a un ennemi commun. C'est ce qu'on a essayé de faire durant la COVID. Durant la COVID, je donne l'exemple, durant la COVID, les gens de toutes les orientations politiques se sont rassemblés contre les gouvernements qui étaient, comme on pourrait dire, le premier échelon du pouvoir, et parce qu'ils avaient un ennemi commun. Tu vois? Et donc, c'est ça. Souvent, ça va être ça, c'est-à-dire, et les mondialistes utilisent ça. Hein, à titre d'exemple, ils vont présenter Trump comme un ennemi commun pour le Canada, pour unir le Canada. Et donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire les êtres humains sont grégaires et vaquent à leurs occupations et se chicanent entre eux, comme les Gaulois, là, tu vois, se chicanent entre eux. Et à partir du moment où est-ce qu'ils ont un ennemi commun, eh bien là, il y a souvent comme on fait fi des divergences, on s'allie et on s'attaque à l'ennemi commun. Ce qui a été la raison pour laquelle, ce qui a poussé Jules César à utiliser une stratégie de diviser pour régner entre les tribus gauloises, justement pour empêcher, lorsqu'il a fait la conquête de la Gaule, là, pour empêcher que les tribus gauloises s'allient contre Rome. Et donc, parce que c'est ça que ça fait quand tu as un envahisseur extérieur ou une force extérieure qui applique de la pression, il va y avoir une unité qui va surgir de ça pour répondre au danger.
Et c'est l'essentiel. Je pense que c'est Machiavel, tu lis la guerre, les Gaules de Jules César, etc. C'est toujours le même truc. Et donc, ça prend. Et là, donc, il faut que les gens comprennent, dans notre situation, il faut que les gens comprennent que ce sont les mondialistes, qui posent problème. Ils veulent un nouvel ordre mondial. Ils veulent, des villes gérées, des villes 15 minutes avec des passeports vaccinaux, toutes sortes de systèmes de contrôle. Et ils veulent, etc., etc. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, eh bien, c'est plus facile de... La difficulté, ouais. La difficulté aussi, c'est le conformisme. Comment pousser les gens à oser penser autrement? Ouais. Tant que les gens, tant qu'on, ce qui est difficile, c'est quand les gens sont dans le confort et que ça va pas trop mal, les gens réagissent pas beaucoup. Il y a une certaine inertie du peuple. Tu vois, ce qui est quand même... Ma question aussi, excuse-moi Alexis, ma question c'était plutôt sur le conformisme intellectuel aussi, c'est-à-dire ne pas remettre en question aussi les récits dominants, mais oui, il y a aussi ce conformisme aussi ouais. Non, mais C'est la même chose. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. C'est-à-dire que les gens vont être paresseux intellectuellement, ils ne s'intéresseront pas à des sujets qui vont... Parce que tu vois, changer les choses, c'est douloureux, c'est difficile, c'est comme... ça implique de l'insécurité, et souvent de la sueur, des souffrances, etc. Et donc, c'est pas... Les gens, tant ils vont toujours essayer de repousser ça le plus possible et garder leur monde de façon, essayer de conserver un monde stable et confortable. Et à partir du moment où est-ce que ça commence, ils veulent pas être dérangés. Et donc, souvent, il faut le faire de façon artificielle, comme par exemple quand Trump a produit une administration Biden, et c'est ce que Mike Flynn appelait le précipice. Quand les Américains vont comprendre qu'ils sont sur le bord du précipice, ils vont vouloir et accepter et demander le changement. Et donc, il faut leur montrer. Et ça, c'est la force de l'administration Trump. Il y a une excellente pédagogie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas brusqué les gens. Je l'ai expliqué dans plein de web-journaux. L'idée, n'est pas d'arriver et de faire des changements radicaux et d'agir comme un dictateur. C'est ça les médias sont juste prêts à lui sauter à la gorge pour dire que c'est un dictateur. Il ne veut pas faire ça. Il veut que le changement se produise tranquillement à travers une entreprise de pédagogie qui donne ça prend plus de temps, mais finalement qui fait en sorte que les gens vont demander le changement parce qu'ils en auront assez. Donc, il faut laisser d'une certaine façon les choses se produire et avoir un certain degré d'inconfort, laisser la population subir un certain degré d'inconfort pour que les gens se posent des questions. Tu peux pas juste... Si Trump était arrivé en 2017 ou 2018 et avait tout simplement arrêté des gens, personne n'aurait compris, aurait mis fin au wokisme, en interdisant... Il aurait eu l'air d'un dictateur, etc. Et donc, il faut que dans une guerre de l'information, encore une fois, il faut que tu laisses les trucs déplaisants se produire, par exemple les femmes trans les hommes trans dans les sports de femmes, tu laisses ça se produire, mais ce que tu fais, c'est-à-dire tu restes pas passif, c'est-à-dire que tu braques les projecteurs là-dessus et tu t'informes la population et tu vois, il y a comme il y a une pédagogie autour de ça, une pédagogie active autour de ça et autour de tous les points, autour de la corruption du département de la justice. Je parle des États-Unis, mais ailleurs aussi dans le monde, sur tous les sujets. Donc, d'une certaine façon, l'inconfort est salutaire et est nécessaire pour arriver à du changement. Alors, la censure aussi participe au contrôle des récits. On le voit actuellement aussi au Brésil avec des projets de réglementation des réseaux sociaux. Alors, comment reprendre notre souveraineté numérique face au big tech aussi? Comment tu vois ça? Est-ce que pour toi c'est un combat aussi important de... Ouais, Comment aux États-Unis, ils ont un gros volet de souveraineté numérique. Tu vois, Tulsi Gabbard a demandé justement à l'Angleterre de ne pas de se désister sur la demande d'obtenir une porte arrière chez Apple pour surveiller les données numériques des Américains, etc. Et donc, il y a un gros volet comme ça, tu vois, aussi avec la profondeur des réseaux sociaux. Ils ont créé Getter, ils ont créé Rumble, etc. Donc, on peut pas tout contrôler. YouTube censure encore beaucoup et tout, mais aux États-Unis, il y a cette préoccupation à travers différentes mesures qui ont été prises depuis l'arrivée de Trump et même avant
avec il y avait une proposition de Internet Bill of Rights et tout ça. Donc, il y a cette préoccupation aux États-Unis, mais ça encore une fois, c'est que, étant donné que l'information est le nerf de la guerre et que les mondialistes sont encore au pouvoir dans beaucoup de pays, ils utilisent des mesures comme au Brésil et même comme en France. C'est épouvantable, la censure en France, des réseaux sociaux. Et donc, ça dépend de chacune des législations. Et je sais pas exactement comment ça va se produire, mais éventuellement, on va arriver, tu vois, on va arriver à un monde où est-ce qu'il va y en avoir plus de liberté et d'autonomie d'Internet et c'est la raison pour laquelle, tu vois, Elon Musk avait braqué les projecteurs sur l'Angleterre et la censure des réseaux sociaux. Les gens vont en prison pour des posts Facebook et alors que des pédophiles sont relâchés après quelques semaines, tu vois, c'est complètement ridicule. Et même chose dans différents pays d'Europe. En Allemagne, les gens sont arrêtés pour des propos anti-immigration et pas les pires, pas des trucs genre on va les éviscérer ou quelque chose comme ça. Là, tu sais, dans le genre tu es sceptique, ou tu critiques une peine. Tu sais, une peine très légère est appliquée à un migrant pour un viol. Tu critiques et le migrant lui va pas en prison pour son viol, mais toi tu vas en prison pour la critique. Et donc je parle, ça c'est la censure sur les réseaux sociaux. Et donc, présentement, les derniers bastions de l'État profond ont encore un vaste projet de censure et de contrôle des réseaux sociaux parce qu'ils savent que c'est par là que vient le changement et que c'est par les réseaux sociaux que les mondialistes disparaissent. Et les réseaux sociaux sont un facteur révolutionnaire de changement et ont été utilisés massivement dans les révolutions colorées, notamment, tu sais, comme les révolutions colorées, comme en Ukraine, en Géorgie, le printemps arabe, etc. Les réseaux sociaux étaient déterminants pour effectuer le changement et provoquer des révolutions. Et donc, les mondialistes savent ça, que les réseaux sociaux sont l'arme du 21e siècle et utilisent des gros moyens de censure. Et c'est ça va durer encore un certain temps, jusqu'à temps qu'il y ait un changement, jusqu'à temps qu'il y ait... Je pense que... Vas-y. Il y a déjà les satellites d'Elon Musk qui permettent directement au téléphone, pour le moment seulement aux États-Unis, mais de se connecter. Ça va être quelque chose qui ne va plus pouvoir être bloqué par les gouvernements. Mais ça, encore une fois, ça va se faire graduellement. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, un autre point, on a parlé un peu de croyances limitantes. Je vais revenir là-dessus. Moi, j'ai bâti mon business malgré les récits ou un imaginaire collectif qui disait t'es fou. Je suis venu au Brésil sans visa, sans argent. J'ai monté un business dans un secteur où j'avais pas d'expérience, j'ai un buffet traiteur. Toi, comment tu as, pour donner un petit peu d'inspiration, comment tu as brisé tes croyances limitantes que tu avais, qui te disaient tu es fou de faire ça, pour donner un petit peu d'inspiration aux gens? Moi, je suis quelqu'un toute ma vie, j'ai fui les caméras, j'étais gêné. J'ai fait un peu de politique à la fin des années 90, au début des années 2000. Finalement, j'ai arrêté parce que j'étais pas capable d'aller au micro. Je suis paralysé par le regard public. À chaque fois que je parle devant les gens, je gèle. C'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Mais, tu vois, j'étais plutôt comme quelqu'un de l'écrit. Et j'ai écrit une dizaine d'articles dans un journal au Québec, Le Devoir, qui est un journal un petit peu plus pour les intellectuels, mais qui avait comme un bon lectorat, politicien, journaliste, etc. Et c'était plus mon truc, moi, l'écrit. Mais je me suis rendu compte, tu vois, en 2017, j'ai essayé de réécrire dans Le Devoir et la direction du journal avait changé. C'était plus un journal de gauche maintenant et mes textes passaient plus. Et on était un an après la victoire de Donald Trump en 2016 où les réseaux sociaux avaient pris le relais. Tu vois, où est-ce que c'était on faisait des lives avec Twitter. À l'époque, c'était Periscope. Je sais pas si tu te rappelles Periscope. Là, il y a des lives sur Twitter et c'était l'ère des lives. Et là, par exemple, il y avait une trame narrative des médias sur le congrès du Parti démocrate, puis après ça, tu avais des gens qui se pointaient avec les cellulaires sur place, puis qui montraient qu'il y avait des dizaines de milliers de démocrates à l'extérieur du congrès qui critiquaient le congrès parce qu'on avait volé à Bernie Sanders. Et donc, tu sais, j'ai vu le pouvoir de l'image, le pouvoir de la vidéo, puis je me suis dit, c'est vrai qu'on se dirige vers ça. Et donc, j'ai commencé à essayer de briser la glace. Au début, j'ai fait des petites vidéos de 4 minutes où est-ce que je parlais, puis j'étais gêné, j'étais comme ça, et par la suite, j'ai des amis qui m'ont proposé de faire une vidéo. Là, c'est Nomos TV. Et puis, j'ai fait une première vidéo avec eux. Ça s'est bien passé. Puis après ça, il y a eu
le truc QAnon qui est arrivé, puis il a dit prenez la parole, fight, faites-vous entendre, etc. Puis j'avais, ça tombait exactement dans mes cordes parce que j'avais une formation en guerre stratégique informationnelle. J'ai étudié là-dedans. Peux-tu imaginer? J'ai étudié là-dedans. Donc en politique américaine et tout ça. Et donc je me suis dit je vais y aller. Mais il y a au-delà de ça, là, j'ai fait des vidéos sans aucune. Je me suis dit, dans ma tête, je me donne 1 an où est-ce que je vais faire juste des gaffes, où est-ce que ça va avoir l'air complètement ridicule, puis après ça, je vais m'améliorer, tu vois. Il faut se donner, le conseil que je dis, c'est donnez-vous le droit à l'échec, le droit d'avoir l'air ridicule, mais persévérer. Ça vient pas tout seul, Là, je parle de façon avec un bon débit, mais ça a jamais été le cas par le passé. Le cerveau s'adapte et ça vient tout seul, puis plus on creuse, plus on maîtrise son sujet, plus on cherche, et plus on parle, plus le cerveau est plastique, là, plus ça vient. Il y a une dernière chose que je voudrais recommander aux gens, c'est ce qui m'a finalement décidé d'y aller, c'est la lecture du livre How to Fail at Everything and Still Win Big de Scott Adams. Scott Adams, qui est une des personnes je l'ai expliqué dans plusieurs webjournaux, qui avait prédit l'élection. C'est la seule personne, ou presque la seule personne qui avait prédit en 2015 que Trump, parmi les 17 candidats, était celui qui allait gagner. Et il a eu raison, c'est Trump qui a gagné l'investiture républicaine parce qu'il avait vu la façon dont Trump utilisait le langage qui était génial. Mais il a écrit un livre, justement, qui décrit lui-même son propre processus. Il est devenu multimillionnaire avec les cartoons Dilbert là, dans les journaux aux États-Unis. Mais il décrit son parcours, genre dans le système bancaire, dans les compagnies, etc. Puis c'est d'échec en échec jusqu'à la victoire, finalement. On dirait, c'est le contraire d'une victoire à la Pyrrhus. Tu sais, une victoire à la Pyrrhus, c'est comme si on continue à gagner comme ça, on va perdre la guerre. Tu sais, si on continue à avoir des victoires comme ça, on va perdre la guerre. Mais là, c'est le contraire. Si on continue à avoir des défaites comme ça, on va gagner la guerre. Et c'est ce livre-là, How to Fail at Everything and Still Win Big, qui m'a finalement dit, si j'y vais, tant pis, allons-y. Je vais me casser la gueule, mais j'aurais essayé. Alors, on nous vend l'idée qu'il faut un 9-5 pour réussir, 9h, 5h. Comment convaincre les gens de faire différemment malgré ces récits? Comment sortir du conformisme? Apprendre chaque jour avec curiosité, en fait. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent une disposition de caractère, c'est de la personnalité des gens. Moi, j'ai fait du 9 à 5 comme tout le monde, j'en ai fait longtemps mais je suis quelqu'un de généralement assez désorganisé, c'est-à-dire comment on pourrait dire juste j'ai fait du 9 à 5 et puis finalement j'ai commencé Radio-Québec en parallèle, tu vois. Donc, c'est peut-être ça la façon de faire, c'est-à-dire, oui, vous gardez votre 9 à 5 comme sécurité, mais vous commencez un projet en parallèle. Tu vois, où est-ce que vous êtes, qui vous tient à cœur? Parce que ce qui nous tient à cœur, on y met de l'énergie, on y dépense du temps et ça ne paraît pas comme une dépense d'énergie ou de temps, tu vois. On aime ça et donc, partez votre projet en parallèle et éventuellement, les deux vont évoluer de façon parallèle. Il y en a un qui va prendre le dessus. Soit votre projet, finalement, ne fonctionnera pas ou il va prendre le dessus sur votre 9 à 5 et vous allez vous trouver dans un endroit que vous aimez. Alors, il y a d'autres récits ou des narratifs communs, on pourrait dire, qui nous disent que l'argent est sale. Comment changer cette mentalité pour viser l'abondance? Comment changer la mentalité? En général, souvent, on nous dit que l'argent, c'est les gens de gauche qui disent ça, souvent, l'argent est sale ou... c'est difficile à déconstruire cette trame narrative-là de l'argent est sale. Là. C'est difficile à déconstruire parce qu'il y a une critique du capitalisme là-dedans. Et les gens vont souvent confondre capitalisme et économie de marché, c'est-à-dire oui, il y a des choses dans le capitalisme qui sont condamnables. Tu sais, les tendances extrêmement monopolistiques du capitalisme, où le capitalisme financier, où est-ce qu'on ruine des économies, des pays au complet sur de la spéculation. Tu sais, il y a évidemment de la critique légitime, mais est-ce que c'est une critique de l'argent, ça? Tu vois, les gens mélangent tout. Moi, mon fils, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les histoires personnelles, mais tu sais, il était, par exemple, allons-y avec mon fils. Tu vois, quand il est arrivé, lui, il est rentré dans un collège privé.
Il a fait, pas à cause qu'on avait de l'argent. Nous autres, on l'a inscrit à un collège privé à Montréal, mais c'est pas parce qu'on avait de l'argent. En fait, on a reçu une bourse initialement pour rentrer, mais c'est à cause qu'il a bien performé, il a été sélectionné. Il y a eu des tests, ils ont des quotas là, d'étudiants comme moins bien fortunés pour rentrer là. Et quand il est arrivé là, il était comme une des personnes les plus pauvres du collège. Et il maudissait les personnes avec un peu plus d'argent, tu sais, ce qu'il appelle les gars de sport qui arrivent avec des belles voitures ou qui, tu sais, puis ces gens-là se Au tiennent Brésil, ensemble. au Brésil, on les appelle les playboys. Tu vois? Mais et là maintenant, Oui. tu sais, ça va plutôt bien pour lui. Et là, il regarde, et là, il critique plus vraiment. Tu sais, et donc, je veux dire, il critique beaucoup moins l'argent qu'il le faisait quand il est arrivé à l'école. Tu vois? Et j'utilise son cas à lui parce que ça montre que la plupart des gens qui critiquent l'argent, quand ils ont de l'argent, finalement, ne le critiquent plus. Tu vois? Et donc, c'est une question de position. La critique de l'argent, c'est souvent de l'envie, j'ai l'impression. C'est souvent une question d'envie. Pas de jalousie, mais d'envie. Et à partir du moment où ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde ait de l'argent. Tu sais, c'est ça le truc. Et donc, comment faire en sorte que l'ensemble de la société s'enrichisse? C'est ça l'objectif. Et pas qu'il y ait une petite élite qui s'enrichisse aux dépens de tout, qui siphonne la société. Tu sais, comme l'Empire ottoman, tu avais comme une petite caste en haut qui siphonnait toute les gens étaient pauvres, 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 puis les sultans vivaient dans des palais absolument incroyables. C'est dans ces cas-là que tu peux critiquer l'argent. Mais quand tu as une société où il y a il y a beaucoup d'abondance pour tout le monde, est-ce qu'on peut réellement critiquer l'argent? C'est ça qu'on veut. On veut que tout le monde ait c'est pas ça qu'on veut, mais je veux dire, c'est ça qui est souhaitable. C'est que tout le monde ait énormément de ressources. Ça serait bien que tout le monde ait son petit, comme dans le futur, là, son petit générateur nucléaire ou je sais pas, de nouvelles technologies dans la maison, puis ait pas à dépenser pour de l'énergie, ait pas à dépenser pour se déplacer, ait pas à dépenser pour de la nourriture parce que tout pousse en abondance, puis qu'on a de la place. Et donc, on n'a pas à critiquer l'argent. On veut que les gens, il est souhaitable que les gens fleurissent et que les gens, que chaque personne vive dans un palais avec sa famille et soit heureux. Tu sais, ça, c'est ce qui est Alors quand pour montrer, ouais. la critique de l'argent, c'est la critique du siphonnage abusif, de l'appauvrissement d'une grande partie de la population par une petite élite. C'est ça qui est condamnable. Puis il y a une manipulation aussi à travers les significations de ce sujet. Bolsonaro, je regardais une vidéo récente où il disait qu'il voulait que les pauvres deviennent riches, alors que Lula disait que lorsque les pauvres gagnaient un petit peu plus, il quittait son parti. Donc vous pouvez regarder les vidéos sur Internet. C'est véridique, hein, c'est véridique. Il y a cette vidéo-là. Donc excellent, tu vois, c'est excellent. On pourrait dire comme ça, gentil, certains politiciens comme Bolsonaro, Trump veulent que les pauvres deviennent riches, alors que d'autres politiciens, on dirait que les démocrates, c'est le contraire. Ils veulent que les riches deviennent pauvres, tu sais, ou que peut-être pas les riches, encore une fois, mais tu sais, que la classe moyenne, la haute classe moyenne s'appauvrisse. C'est complètement inversé, là, tu sais, et souvent, les façons d'y arriver, c'est contre-intuitif. C'est pas exactement ce qu'on nous explique. oui, parce qu'ils veulent maintenir les gens dans un assistanat à vie qui les rend de plus en plus dépendants du gouvernement, de plus en plus miséreux et de plus en plus en besoin comme un drogué. Donc, tout à fait. C'est le problème du communisme et du socialisme. C'est-à-dire, pour tout contrôler, il faut que les gens soient dépendants de l'État. Fait que t'as comme la pauvreté comme principe fondateur. Si les gens sont émancipés financièrement, ils se fichent de l'État. Et d'ailleurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et, tu te fous des conséquences. Mais si tu as une job gouvernementale, tu te fermes la gueule parce que tu veux pas te faire renvoyer, tu veux pas te faire ça. Mais à partir du moment où est-ce que tu as une indépendance financière, tu parles comme tu veux, tu vas où est-ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Les gouvernements veulent pas ça, ils veulent tu vois, c'est pour ça qu'ils nous proposent comme finalité de l'existence les pistes cyclables et la bicyclette. Tu vois, c'est comme Et puis du quinoa avec ouais. Réduire, faire en sorte que les gens ne s'émancipent pas, réduire le potentiel des gens, c'est une stratégie de contrôle. Qui est lié à un contrôle des narratifs, oui, tout à fait. Je vais passer à une autre question. Alors, face à ceux aussi dans les réseaux sociaux, certains influenceurs qui veulent plaire à tous, comment assumer d'être soi, même si ça choque, peut-être que toi tu t'en fous, ou comment tu le fais? Tu es toi-même, tout simplement. Ouais. Comment assumer d'être soi? C'est compliqué. Ne pas vouloir plaire à tous, en fait. Voilà, Ouais. ne pas vouloir plaire à tous.
Mais c'est, encore une fois, je pense que ça, c'est une disposition de la personnalité de l'individu. Il y a des gens qui, tu vois, moi, je connais des personnes dans ma famille où est-ce qu'ils veulent toujours plaire à tout le monde. Tu vois, ils sont toujours souriantes, puis c'est des personnes sociables et qui ne veulent pas, rompre des relations, perdre des amis, etc. Il y a des personnalités comme ça. Moi, je suis le contraire. Je pourrais être littéralement la dernière personne sur Terre à croire ce que je crois, puis je changerais pas. Si je sais que j'ai raison, puis je suis convaincu, je changerais pas pour plaire à personne. Et moi, je suis comme, on pourrait dire, comme un peu comme les autistes, là, tu sais, c'est-à-dire, c'est pas une question d'étroitesse d'esprit parce que j'ai une vision synoptique. C'est pas cette trope-là. Mais en termes de cognition, j'ai aucune cognition sociale, c'est-à-dire j'ai pas, tu parlais du conformisme un peu plus tôt, il y a à peu près 80% de la population, là, tu leur dis, tu leur montres un verre, tu leur dis il est transparent, mais tu leur dis il est légèrement jaune, puis même s'ils voient pas que le verre est légèrement jaune, ils vont dire, si les autres, si 9 personnes sur 10 disent ouais il est légèrement jaune, mais la 10e va dire ouais il est légèrement jaune. Ils vont comme il y a eu plein d'expérimentations là-dessus, hein, des expériences. Oui, Milgram, etc. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, j'ai zéro de ça. C'est-à-dire que 100% des gens peuvent dire quelque chose. Puis si j'ai conclu que c'était pas ça, je vais dire le contraire. Fait que c'est une force et une faiblesse parce que tu vas, tu vas à contre-courant. Et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça chez toi? Je pense, ouais, c'est une disposition. Je suis un peu, j'ai pas de grosses habilités sociales. Je suis gentil, mais j'ai pas de. Non, mais tes parents, tu t'opposais toujours à tes parents en disant non, 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 j'ai été non. un bon enfant. Au sujet, tant qu'on parle pas de politique, ça va bien, mais j'ai pas la même politique que mes parents du tout, du tout, du tout. Puis ils m'ont pas influencé. Mais c'est un truc en fait qui a, qui aussi qui se renforce. Tu vois, cette espèce de truc d'aller à contre-courant, c'est-à-dire éventuellement, quand tu te rends compte que tu as raison, puis tu tiens ta ligne, puis finalement, les gens disent non, Alexis, t'es complètement dans le champ, puis finalement, ils reviennent, puis ils disent ouais, t'avais peut-être raison, puis ça donne confiance dans ton propre jugement, et c'est quelque chose qui se renforce aussi avec la pratique, avec l'âge peut-être, là, tu prends de la force de caractère, et puis avec l'âge, tu deviens moins influençable, tu sais qui tu es, et puis etc., etc. Tu vois un peu le pattern. Mais initialement, tu sais, c'est ça, moi, j'aimais bien faire mes Legos tout seul, tu vois. Mhm. Moi aussi. Alors on a parlé un petit peu de l'argent, mais il y a même discours aussi au niveau de la victimisation. Il y a des récits communs qui glorifient la victimisation. Comment pousser les gens à reprendre leur pouvoir, à moins se sentir victime, à moins tomber dans ce récit poussé par les médias mainstream de victimisation, d'infantilisation aussi. Hein. Il faut les combattre, il faut les combattre. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est le résultat d'un long processus de peut-être 50 ans de déplacement de la fenêtre d'Overton vers la victimisation et la faiblesse. Et c'est renforcé par un ensemble de lois où, par exemple, tu sais, comme quand tu te défends, tu te fais attaquer, tu te défends, c'est toi qui vas en prison, tu sais, le genre de trucs comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un gigantesque système. C'est pas juste un récit, c'est-à-dire il y a il y a de la politique effective à ça. Il y a tout un discours aussi, c'est renforcé par Hollywood, où est-ce qu'on nous montre toujours des hommes agressifs, des pères de famille, comme soit qui sont absents, qui ne sont incapables de remplir leurs responsabilités ou qui sont violents, etc. Il y a comme une espèce il y a une stratégie d'ingénierie sociale qui nous a mené à ça, tu sais, à la glorification de la victimisation, l'emphase sur les minorités victimes dans le discours, et puis les compensations aux victimes, et c'est comme les excuses Trudeau qui pleure, et tout tu vois, et donc c'est un long déplacement au cours des 50 dernières années de la fenêtre d'Overton vers la victimisation et la faiblesse, etc. Et ce qu'il faut faire, évidemment, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il faut déplacer la fenêtre d'Overton de l'autre côté et peut-être aussi regarder tous les perturbateurs endocriniens, ce qui valoriser les politiciens qui ont des couilles puis qui se tiennent face aux récits, etc., puis qui sont pas des victimes, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Il y a de l'estrogène dans le lait, il y a de l'estrogène dans la viande, dans l'eau du robinet qu'on boit, dans les plastiques, les phtalates, il
Il y a des perturbateurs endocriniens partout qui réduisent la testostérone. On a 25% je pense que c'est ça le chiffre. On a aujourd'hui, en 2025, 25% de la testostérone qu'on avait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les hommes n'ont plus de testostérone. C'est des hosties de lavette. Ils ont peur de tout, sont dans le confort et puis, osent pas élever la voix. Ben oui, parce que toute la société leur dit que c'est mal, tu vois. Fait que non seulement il y a des perturbateurs endocriniens, mais il y a comme c'est accompagné par des facteurs sociaux qui dévalorisent et qui punissent les expressions d'affirmation ou anti-victimisation, etc. Où est-ce que tu te défends, tu prends le contrôle de ta vie, tu mènes, etc. Chaque leader qui mène de façon un petit peu forte est un dictateur, un ci, un ça. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est un ensemble de facteurs, mais il y a aussi un truc biologique, un truc avec les perturbateurs endocriniens. Il y a ça. Moi, j'ai arrêté le lait. J'ai arrêté la viande maintenant, c'est sans antibiotiques, sans hormones. Je bois jamais ou presque jamais l'eau du robinet, c'est toujours etc. C'est-à-dire, puis tu vas au gym, je parle pour les garçons surtout là. Envoyez vos petits garçons au gym ou dans des sports de combat ou des choses comme ça. Faites-les pas juste faire des dessins là, ou des trucs comme ça. Là. C'est comme les garçons ont besoin d'être physiques, ont besoin d'avoir une maîtrise physique, ont besoin de ressentir des choses dans leur corps. Ils ont besoin que ça vibre, ils ont besoin de se faire mal puis de se relever. Et donc arrêtez de les élever comme si comme s'il y avait deux mamans dans la maison. Il y a un papa là, ben c'est ça. Puis la femme qui est avec le mari, arrêtez de castrer toujours votre mari quand il y a comme des pauses, quand il se choque sur quelque chose. Il y a aussi les femmes aussi ont un rôle là-dedans. À l'intérieur des familles, à arrêter de toujours castrer le mari, le conjoint, etc. Ils choquent ou ils mènent, ou etc. Puis en essayant de le contrôler, parce que c'est ça que les femmes font souvent, elles contrôlent un homme, puis elles ont du contrôle indirect, là. Elles laissent croire à l'homme que l'homme est en contrôle. On sait c'est quoi, hein, tu vois. Mais arrêtez de castrer vos hommes. Et puis, élevez vos enfants comme, surtout les petits garçons, comme des garçons, pas comme, tu sais. Et là, tu vas voir comme, valoriser les politiciens qui se tiennent debout, etc. C'est un ensemble de choses là qui va nous sortir de la victimisation. Puis ça, c'est un point essentiel pour sauver l'Occident, ça. Andrew Tate, il parle beaucoup de Matrix. Comment tu définirais, toi, la Matrix? La matrice, ça revient un peu à ce qu'on disait depuis le début de cet ensemble de stratégies d'ingénierie sociale qui te font croire que tu vis dans un monde, mais finalement, c'est pas du tout le monde dans lequel tu vis. C'est des trames narratives qui sont créées par les médias, par le système scolaire, etc. Par exemple, j'en ai parlé dans le dernier webjournal, on nous fait croire qu'on est en démocratie, alors que ce sont les agences de cotation de crédit, les banques internationales qui contrôlent la dette des pays et diverses institutions internationales qui contrôlent les politiciens. On n'est pas du tout en démocratie. Il y a de la censure partout. Il y a comme, tu vois, et donc les gens qui croient qu'on est dans un système optimal. Un système, on est dans l'apex, le meilleur système, c'est ce que Aldous Huxley appelait le meilleur des mondes. Pourquoi Aldous Huxley a appelé ça le meilleur des mondes? C'est parce qu'on fait croire aux gens, malgré la tyrannie sous-jacente, on fait croire aux gens par de l'ingénierie sociale qu'ils sont dans le meilleur système et qu'ils sont libres, alors qu'ils ne sont absolument pas libres. Ils sont tenus à gauche et à droite, en haut, en bas. Ils ont des chaînes partout. Ils sont muselés et tout, mais on leur fait croire qu'ils sont dans le meilleur système, tu vois. Et donc, ça prend une prise de conscience. Cette prise de conscience-là, je pense, elle arrive de la façon dont on l'a décrit un petit peu plus tôt dans cet entretien, c'est-à-dire dissonance cognitive avec le récit officiel. C'est comme Néo dans la matrice, il y a des choses qui ne cadrent pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, Au début du film, il y a des choses il y a des bugs dans la matrice, et ça, c'est la première étape de la dissonance cognitive. Après ça, tu commences à t'informer ailleurs sur diversifier tes sources d'information, etc., etc. Mais c'est ça. La matrice, c'est ce système permanent d'ingénierie sociale, de propagande et de formatage du citoyen qui est nécessaire en démocratie, puisqu'on on va pas les contrôler avec des soldats, on va les contrôler avec l'ingénierie sociale, en piratant leur cerveau, avec de la cybernétique, on pourrait dire. Et donc, juste la connaissance de ça est libératrice. Très bien. Tu expliques pas mal. Je voulais rentrer dans Sun Tzu, Art of the Deal,
On a pas mal de parallèles à faire là-dessus, mais on arrive aussi un petit peu sur la fin. Je voudrais juste que tu présentes un petit peu, par exemple, le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. On sait que Trump, il va toujours dans un deal en ayant déjà défini son adversaire, ayant déjà gagné le deal avant parce qu'il a analysé tout ça. Comment tu expliques un petit peu par exemple, sur celui-là, voilà, le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Si tu veux commenter celui-là, par exemple. Tu veux une explication de façon générale ou plus particulièrement face à Trump, vis-à-vis de Trump? Sur un point spécifique, sur Trump, par exemple, sur un point que tu as déjà cité, sur un exemple, comment tu vois cette citation de Sun Tzu, le bon général a gagné la bataille avant de l'engager, comment Trump l'applique? Premièrement, tu comprends exactement la force de l'adversaire. Il faut que tu aies une connaissance parfaite de l'adversaire en face. Et donc, les patriotes du côté de Trump savent exactement ce qu'il y a en face d'eux. Et on parle des gens dans l'intelligence militaire et des généraux de Marines, etc., l'espèce de petit cercle militaire autour de Trump. Ils savent exactement qui ils ont en face d'eux. Ce sont ceux qui ont fait le 11 septembre, ce sont ceux qui ont fait Benghazi et toutes ces saloperies. On sait quelles institutions ils contrôlent, la façon dont ils contrôlent les médias. Ils ont vu, par exemple, en 2004, ce qu'ils ont fait à Ron Paul. Ils l'ont fait complètement disparaître alors qu'il était à la tête ou même premier, deuxième dans l'investiture républicaine. Donc, ils connaissent exactement les stratégies médiatiques. Ils savent exactement la façon dont la CIA contrôle les congressistes, etc. Ils savent exactement comment on contrôle l'élite du pays à travers des opérations de chantage politique comme Jeffrey Epstein, etc. On est capable de contrôler le Congrès avec les donations, etc. Donc, la première chose, c'est que tu as une carte exactement de ce qu'il y a en face de toi. C'est des gens qui sont capables de produire l'assassinat de JFK, etc., etc. Ça fait un siècle que ça dure. Hein. Depuis au moins la Réserve fédérale en 2013, là, où est-ce que cette espèce de prise de contrôle graduelle de l'exécutif, etc., et par les agences de renseignement, ce maillage-là. Et donc, tu as une connaissance exacte de ce que tu as en face de toi. Après ça, tu dois arriver sans te faire voir. Tu dois arriver de façon pratiquement clandestine avec un plan infaillible. Tu comprends? C'est-à-dire, tu dois arriver et te présenter que, tu sais, pourquoi ils ont mis Trump? Parce que Trump est capable de jouer au clown. Tu sais, c'est-à-dire, tu te présentes, c'est comme un peu, je me rappelle plus c'est qui disait, je pense que c'est Rougeron qui disait Drunken Master, tu sais, tu sais, c'est comme le combattant ivre. Tu sais, t'as l'impression d'avoir en face de toi comme quelqu'un, tu sais, c'est un style de kung-fu, là, le combattant ivre. Tu penses que tu as en face de toi quelqu'un qui est complètement faible, incapable de se battre, etc. Mais ça, c'est une citation de Sun Tzu, justement. Il dit tout art de la guerre repose sur la duperie. La duperie, l'art de tromper, la tromperie, voilà. Ouais. Et donc, c'est ça, c'est de faire croire à l'adversaire que tu es faible alors que tu es fort et faire croire que tu es fort quand tu es en position de faiblesse. Donc, c'est toujours la tromperie. Mais c'est ça, et quand Trump est arrivé là, c'est pour ça que Trump a toujours l'air d'être dans les câbles. Je veux dire, ils sont toujours sur le point de l'avoir, de lui passer les menottes, tu sais, alors que c'est jamais le cas. Finalement, c'est toujours lui qui est en position de force, etc. Mais c'est ça, c'est de projeter. Donc, tu arrives comme quelqu'un d'imprévisible, et de quelqu'un qui n'a pas l'air dangereux, quelqu'un qui a l'air d'un clown, qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais, le général d'en face, c'est un imbécile, ses forces sont mal réparties, etc. Et donc, je vais gagner. Et là, l'adversaire est en position de force, et ça, c'est un autre pose de Q, Sun Tzu, etc., qui a été tiré du film Law Abiding Citizen. Gérard Butler, dans le film, dit... tu fais croire à l'adversaire que c'est lui qui est en train de gagner, he's making all the right moves, tu vois, mais c'est toi qui contrôle le jeu. Et donc, c'est ça, tu comprends exactement t'as une carte de l'armée adverse, de ses zones d'influence, etc. Tu arrives et tu te présentes comme quelqu'un de façon clandestine ou de façon, tu arrives avec du camouflage et tu as un plan extrêmement précis sur qu'est-ce que tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est ce que Mike Flynn disait, genre, tu sais, c'est encore une fois, c'est une autre citation de Mike Flynn. Il y a plein de citations où on retrouve les patriotes qui disent exactement ça. C'est-à-dire, Mike Flynn dit dans un clip que j'ai montré encore une fois, il y a peut-être 1 ou 2 web journaux, il dit l'avantage en affaires, à la guerre et dans la vie va à celui qui ne divulgue pas
ne divulgue pas son plan de match et persévère jusqu'à la fin, tu vois. Donc, quelqu'un qui arrive de façon, on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais qui a une volonté déterminée d'arriver à la fin de son plan sans révéler ses intentions à l'adversaire. C'est exactement ce que Trump fait. Et ce plan-là a été mise en place, a été conçu par les cerveaux les plus intelligents aux États-Unis. J'ai déjà, tu sais, c'est-à-dire des généraux de Marines, des gens de l'intelligence artificielle, des gens de l'intelligence militaire, je veux dire, des gens de la NSA, tu sais, les jeux d'espions là, lors de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. C'est toujours des espèces de jeux extrêmement, tu fais croire que l'espion veut, c'est ces gens-là, c'est des gens extrêmement intelligents qui ont planifié cette reprise, cette reconquête des institutions américaines. Et il y a probablement de l'intelligence artificielle qui a été ajoutée là-dedans aussi. Et c'est comme ça que tu y arrives. Mais je me suis tellement perdu en conjecture que j'ai oublié ta question initiale. Non, c'était ça, c'est sur les parallèles de Sun Tzu qui sont appliqués vraiment, tu montres bien aussi dans tes web journaux que l'art de la guerre de Sun Tzu, par exemple, on a la rapidité, une citation de Sun Tzu, la rapidité est l'essence même de la guerre. On voit le nombre de décrets qui ont été signés au mois de janvier, ça illustre vraiment la rapidité qui a pris justement de surprise les ennemis, avec la fermeture de l'USAID, etc. Ensuite, beaucoup de décrets qui ont été faits très rapidement. Donc oui, et ça, c'est une intelligence tactique, une intelligence émotionnelle, une intelligence d'élaboration d'un plan qui est exceptionnelle et qu'on n'a jamais vu. Tout en présentant Elon Musk, mettant Elon Musk à l'avant-scène pour prendre les coups comme étant l'espèce de dément qui attire toute la vindicte populaire du camp d'en face, alors que Trump, il a signé, comme tu dis, plein de décrets, etc. Il a changé comme plein de choses dans l'administration américaine qui sont passées comme relativement sous silence, qui n'ont pas été vraiment critiquées, alors que tout le monde regardait Elon Musk, tu vois. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une stratégie shock and awe aussi. Ça a été défini par Colin Powell justement lors des opérations en Irak, c'est-à-dire que tu frappes ou c'est Schwarzkopf, je me rappelle plus c'est lequel des deux. Tu frappes tellement fort avec une intensité tellement forte que ça désoriente l'adversaire. C'est-à-dire c'est pas un truc graduel. Tu vois ce que la Russie fait en Ukraine, c'est assez graduel. C'est à toutes les semaines, peut-être 2 fois par semaine, il y a comme des vagues de bombardements sur les infrastructures de l'Ukraine. C'est pas shock and awe. Shock and awe, c'est ce que les Américains ont fait sur Bagdad en 91 en tout cas, en 91, c'est qu'ils ont tellement fait pleuvoir les bombes sur Bagdad partout simultanément en quelques jours que l'armée a été comme désorientée. En tout cas, c'était le concept de shock and awe, c'est-à-dire ça démoralise, tu frappes tellement fort que ça démoralise le camp adverse. Et c'est ça un petit peu que Trump a fait en arrivant là. Il a tellement changé de choses en très peu de temps que ça a brusqué un petit peu les esprits. Mais c'est ça, le camp adverse n'a pas su résister ou ils ont essayé avec les juges un peu, mais ça vient d'être, c'est pas mal nettoyé, cette histoire de juge-là qui bloque. Cette semaine, c'est sorti, là, la Cour suprême a donné raison à Donald Trump et tout. Et donc, mais tout en attirant la vindicte sur une figure populaire, Elon Musk. Et puis après ça, tu te débarrasses de la figure populaire, un petit peu comme le bouc émissaire, tu vois, c'est-à-dire dans l'ancien, les Israélites mettaient comme toute leur péché sur un bouc, ils l'envoyaient dans le désert, et puis quand le bouc mourait, les péchés mouraient avec lui. Eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire tu prends Elon Musk et il devient la figure emblématique de toutes les récriminations des démocrates, des médias, etc. Puis après ça, tu te débarrasses d'Elon Musk et c'est terminé. On passe à un nouveau chapitre et c'est, tu vois. Je pense qu'il va revenir avant les midterms justement pour renforcer. Bon, ouais. On verra. Ben, je te remercie énormément, Alexis. Est-ce que tu voudrais aborder un sujet qu'on n'a pas abordé? On a débroussaillé de façon générale. On a fait le tour de vraiment pas mal de choses. Un sujet. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Je réponds à ta question, mais je pense qu'on est allé vraiment profondément. Je pense qu'on est allé plus profondément dans cette entrevue que la plupart des entrevues que j'ai faites. C'est-à-dire, on est allé vraiment au cœur du problème. Les questions étaient très pertinentes. Merci. Merci à toi, Alexis. Juste un dernier point sur, par exemple, le Venezuela. L'administration Trump qui a
carrément annoncé que Maduro était un narco-dictateur criminel qui travaillait avec les cartels, hein, comme le cartel Los Sols, et qui a envoyé des destroyers aussi sur le sud du Caraïbe. Peut-être ce que tu voulais commenter ce point qui pourtant n'est pas relayé même par la droite francophone. Ce sujet du Venezuela n'est pas trop abordé. Pourquoi, peut-être? En 2018, je pense qu'il y avait eu le même genre de truc, c'est-à-dire que Trump avait envoyé comme une flotte, il avait parlé du Venezuela, il a envoyé une flotte aussi dans les Caraïbes, etc. Et les gens disaient, voilà, Trump va en guerre, va renverser Il y avait même des images d'hélicoptères au Venezuela et on disait, les États-Unis sont arrivés. Mais j'avais dit, non, encore une fois, Trump, c'est un souverainiste, il ne va rien faire. Dans le cas de Trump, c'est pas d'intervention militaire, pas de renversement de régime, etc., etc. Donc, c'est la même chose ici. Maintenant, ce que ça fait, c'est que ça met de la pression, c'est-à-dire tu vois, ça met de la pression sur le régime. C'est probablement ça l'objectif. Et en espérant que les forces internes vont vont pouvoir y trouver prise des raisons pour effectuer un changement, tu vois. Mais avec Trump, c'est jamais d'intervention directe, pas de changement de régime, pas d'intervention militaire, etc. Ouais. Ok, bon, bah, je chiffre très bien. T'aurais préféré quelque chose de plus direct, right? Non, je suis pas convaincu, mais on verra les avancées à suivre. De toute façon, le problème des narcotrafiquants, c'est un gros problème aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Très important à régler. Donc, ça fait partie de cette espèce de guerre aux narcotrafiquants avec le Mexique, etc. Il a dit qu'elle a utilisé l'armée pour les opérations contre les narcotrafiquants, mais là, on parle d'un chef d'État, c'est pas du tout la même chose. Et donc, voilà. C'est à suivre. Très bien. À suivre, oui, à suivre. On suivra ta chaîne, on te relaiera. Merci, Alexis. Super, merci, Alexis. Un dernier mot, un salut aux téléspectateurs, juste 30 secondes, un dernier message pour finaliser. Comme le disait Antoine, la révolution qu'on est en train de vivre, qui passe par Internet, repose sur les citoyens journalistes. Et donc, si vous êtes rendu à l'étape où est-ce que vous avez eu la dissonance cognitive, vous êtes informé sur les réseaux sociaux et là, vous commencez à avoir envie de prendre la parole, eh bien, lancez-vous. On a besoin l'humanité doit parler à l'humanité, les citoyens doivent parler aux citoyens. Prenez parole. Partez votre petite chaîne, faites votre commentaire, vous allez être critiqué, etc., mais ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'on remplace les médias et c'est comme ça qu'on remplace l'ingénierie sociale et les trames narratives dont parlait Antoine durant cet entretien. C'est quand les citoyens parlent aux citoyens. Et mais c'est ça. Voilà. Donc, participer à la guerre de l'information, c'est ce que j'allais dire. Parlons-nous. Parlons-nous entre nous au lieu d'écouter les médias. Voilà, à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup Alexis.